Depuis 2017 à Versailles, Emmanuel Macron avait pris l'habitude de mettre les petits plats dans les grands pour accueillir jusqu'à 200 patrons étrangers en route pour le Forum économique de Davos. Mais cette année, en pleine crise sanitaire, la station de ski suisse n'attire pas les foules. Le sommet se tient en distanciel. Emmanuel Macron a dû se contenter de visioconférences depuis l'Élysée pour attirer les investisseurs dans la langue du business. Our economic strategy is clearly to reform the country and to have a pro-business agenda. La pandémie complique la tâche d'Emmanuel Macron. Les investissements internationaux chutent, les frontières se referment, la pénurie de masques et de médicaments a montré les limites de la mondialisation. On a trop mondialisé et on a perdu le savoir-faire. On a beaucoup cité le cas des médicaments. 90% des principes actifs des médicaments sont fabriqués en Chine. Quand l'usine Chine s'arrête, en quelque sorte, on n'a plus d'autonomie sur les médicaments. La France veut retrouver sa souveraineté économique. Jusqu'ici, cela concernait des secteurs sensibles comme la défense ou les télécoms. Mais le ministre de l'économie n'hésite plus à utiliser cet argument pour protéger nos hypermarchés et repousser les offres de rachat du Canadien Couche-Tard sur Carrefour. Carrefour représente près de 20% de la distribution alimentaire dans notre pays. Qu'est-ce qui est en jeu ? C'est la sécurité alimentaire de notre pays. Est-ce qu'on considère qu'on tire les leçons de cette crise sanitaire, oui ou non ? Alors, est-ce que la France peut tenir un double discours aux capitalistes étrangers ? D'un côté, bienvenue chez nous, de l'autre, pas touche à nos entreprises. Et peut-on à la fois vouloir être moins dépendant de la Chine et signer avec elle un accord européen d'investissement ? Bonsoir Christian Chavagneux, vous êtes éditorialiste à Alternatives économiques. Selon vous, la démondialisation a commencé il y a 10 ans à peu près. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer cette tendance. Nous étions devenus trop dépendants de nos fournisseurs chinois et indiens, nous les Européens et les Français au premier chef. À côté de vous, Erwan Tison, qui ne sera forcément pas d'accord. Vous êtes économiste et directeur des études à l'Institut Sapiens. Selon vous, Erwan Tison, il ne faut pas renoncer à la mondialisation. L'exemple tout frais des échecs français de Sanofi et de l'Institut Pasteur, dans le développement d'un vaccin contre le Covid, montre à quel point nous avons besoin de coopération internationale pour accéder au vaccin, entre autres. Nadia, première question de ce débat. Oui, une question d'un téléspectateur pas très convaincu par le Choose France d'Emmanuel Macron. Je vous lis sa question. Rendre la France plus attractive, est-ce que ça signifie forcément promettre aux grands patrons encore plus de caisse sociale ? Erwan Tison, ça fait 3 ans que Emmanuel Macron fait des promesses aux patrons de multinationales. Est-ce qu'il y a eu autre chose comme promesse que des cadeaux fiscaux ou encore l'assouplissement du droit du travail, comme le suggère ce téléspectateur ? Oui, je pense que c'est un peu facile de dire effectivement qu'on va tout casser les barrières réglementaires en France pour attirer les grands patrons étrangers. Il n'y a pas que ça. Ce qui viennent chercher la plupart des investisseurs en France, c'est aussi des réseaux de télécommunications, des réseaux routiers, une formation de qualité et aussi quelque part une protection sociale qui est aussi efficace. Ce qui s'est passé pendant le confinement avec le chômage partiel et la protection des employés et des entreprises, à mon avis, ça joue aussi dans l'attractivité de la France parce qu'on se dit qu'en cas de choc exogène, on a de quoi justement être protégé par l'État social. Le chiffre du jour. On parle de cette mondialisation qui va moins bien, moins 42%, moins 42%, c'est la chute des investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire que ce que chaque économie reçoit en investissement de l'extérieur, les deux seuls pays dans lesquels on a plus investi en 2020 qu'en 2019, c'est la Chine et l'Inde. Je reviens vers vous, Christian Chavagneux, est-ce que ce chiffre est conjoncturel ou est-ce que nous sommes entrés dans l'ère de la démondialisation ? Je crois que nous sommes entrés dans l'ère de la mondialisation de moindre intensité. En tout cas, ça fait clairement 10 ans que la participation de ces firmes multinationales à ces chaînes de valeur ajoutée mondiale, cette organisation mondiale de la production, c'est en recul. C'est très net. Toutes les statistiques nous le disent, en particulier un excellent rapport de la Banque mondiale pour les téléspectateurs qui sont intéressés. La participation aux chaînes de valeur ajoutée mondiale se réduit du côté des multinationales. Côté financier aussi, les banques, elles ont plein d'argent, elles se prêtent de l'argent entre elles. Elles se prêtaient beaucoup d'argent au niveau international. Ça s'est effondré d'un tiers. Les grands produits spéculatifs financiers qui circulaient partout dans le monde depuis la crise financière chutent de plus de 40%. La crise financière de 2008. La crise financière de 2007-2008. Donc, aussi bien du côté de la production que du côté de la finance, on est sur une mondialisation qui souvent est en plateau, voire recule, et bien évidemment avec une pandémie, là vous n'avez pas beaucoup d'argent pour investir à l'étranger, vous avez ces chutes énormes, on ne va pas connaître ces chutes énormes pendant des années et des années, mais je crois que le mouvement de recul de la mondialisation, à minima du plateau, il est engagé maintenant.
Erwan Tison, avec la pandémie, au début de la pandémie, on s'est rendu compte que nous étions ce qu'on appelait sino-dépendants. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de respirateur. Est-ce que cette prise de conscience induit de nouvelles politiques? Est-ce que nous avons commencé à rebâtir un appareil sanitaire industriel suffisant pour ne plus dépendre du grand empire de l'Est? La sino-dépendance, si vous permettez, je pense qu'on l'a vu juste un peu avant justement les masques et les respirateurs. On l'a vu dès le mois de janvier, quand la Chine s'est arrêtée, a commencé à confiner ses premières provinces, notamment industrielles. On a vu, c'est assez paradoxal, on sortait d'une année 2019 qui en France était moins mauvaise que celle des autres. On était le pays qui avait la plus grande croissance au niveau européen. Et on avait un atermoiement, on avait une diminution justement de notre économie, alors qu'on ne savait pas pourquoi. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait juste effectivement la Chine qui était dans son premier confinement, avant que nous-mêmes, 2 mois avant que nous soyons au premier confinement. Donc là, je pense que Donc la Chine produisait moins, et on le ressentait chez nous. Exactement, parce qu'en fait, les chaînes de production étant imbriquées au niveau mondial, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit déséquilibre du côté notamment asiatique, on s'est rendu compte de ce moment-là qu'on avait effectivement un petit souci vis-à-vis de ça. Alors, tout de suite, il y a eu le réflexe presque pavlovien de dire on va vouloir corriger nos faiblesses immédiatement. C'est pour ça que vous avez le débat sur la réindustrialisation ou relocalisation, qui sont pour moi des faux débats. Mais qui existait avant. Qui existait avant. C'est pour ça que c'est des faux débats, à mon avis. Il faut plutôt ouvrir le débat de l'attractivité du territoire français en termes d'investissement étranger, plutôt que de chercher absolument à vouloir faire revenir des entreprises qui sont parties il y a 20 ans. Est-ce qu'on peut augmenter la réindustrialisation française en implantant des usines de Minitel et des usines de Renault qui roulent au diesel dans le Vercors? On aura justement une augmentation de notre emploi industriel. C'est pas pour autant qu'on sera compétitif au niveau mondial. Donc il faut bien saisir les différentes chaînes de valeur de demain qui nous permettront d'exporter et de créer de la richesse et de pouvoir se positionner sur ces emplois-là. Christian Chavagneux, il y aurait donc une autre mondialisation qui nous ramènerait non pas les usines que nous avons perdues, on les a perdues pour de bon. On les a perdues pour de bon, mais on n'a pas perdu grand-chose en fait. Si vous regardez l'INSEE nous dit que 5% des entreprises françaises ont délocalisé à l'étranger, c'est-à-dire fermé chez nous pour produire à l'étranger. Donc comme peu sont partis, peu reviendront. Alors je poursuis la question, si on poursuit le propos d'Erwan Tison, est-ce qu'une autre mondialisation, celle des investissements, la même, peut nous permettre de reconstruire un appareil industriel adapté aux enjeux du XXIe siècle? Oui, moi je pense qu'on peut aujourd'hui, la France a toujours attiré des grands investisseurs étrangers. Ça fait 30, 40, 50 ans qu'on attire les grands investisseurs étrangers. Mettez de côté l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg qui sont toujours devant nous, c'est des faux investissements. Qu'est-ce qui les attire chez nous alors? C'est du dumping fiscal, c'est des faux investissements. Nous, les investissements qu'on reçoit, c'est des gens qui mettent des... Pourquoi? Parce que le Pays-Bas, le Luxembourg et l'Irlande vous proposent, quand vous êtes une multinationale... Non, pourquoi est-ce que la France attire aujourd'hui encore les investisseurs étrangers? Pour ce qu'a dit Erwan Tison tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une bonne infrastructure, un bon marché du travail, des télécoms, un droit qui fonctionne très bien, etc., un marché du travail, un beau système éducatif. Quand les gens ont des problèmes, on les aide. Donc on est vraiment un pays très, très attractif au niveau mondial. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il y a besoin de rajouter. Erwan Tison, vous n'avez pas l'air 100% convaincu. On peut toujours mieux faire parce que, vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs internationaux qui vous disent je veux bien investir en France et j'investis en France pour les raisons que Christian a rappelées, que j'avais rappelées avant. Mais le problème, c'est qu'on se dit aussi qu'il y a certaines rigidités qui vous poussent aujourd'hui à ne pas investir dans certains secteurs en France. Par exemple, vous avez aujourd'hui dans des contrats internationaux l'interdiction de passer par certains ports, notamment Le Havre ou Marseille. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ça rallonge les délais de transaction et de commercialisation. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort risque qu'il soit bloqué par un conflit social. Donc ça reste aussi inhérent à notre territoire. Là où on peut faire un peu plus, c'est sur le terrain de la fiscalité. C'est un sujet sur lequel on le sait beaucoup. La France, on a fait un effort avec 10 milliards sur les impôts de production. On a encore un gros différentiel. Ça représente environ 2,5%. Les impôts de production, pouvez-vous juste clarifier? Les impôts de production, en gros, si vous voulez, c'est des impôts que vous payez qui sont en haut de bilan. Donc c'est des impôts que vous payez avant d'avoir réalisé du bénéfice. Donc tout simplement, c'est un impôt qui est fait sur le Made in France. Il faut savoir que l'Allemagne paye 0,5% de sa valeur ajoutée des entreprises en impôts de production. En France, on est environ à 3-4%. Si vous voulez, il y a cet environnement fiscal qui justement n'est pas forcément favorable, mais il y a aussi un autre environnement, c'est l'environnement des compétences. En France, depuis 1980, on a largement asséché et diminué toutes les filières techniques et professionnelles et technologiques, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus les compétences pour produire en France. Quand je dis plus les compétences, c'est qu'on n'a plus les personnes pour mettre dans les usines et mettre dans ces industries-là. Donc un environnement justement qui permettrait de redorer notre attractivité, ce serait un environnement qui remet de l'argent sur la formation de ces emplois et notamment les formations qui se fait dès le collège. Sur les compétences, on est d'accord. Par exemple, sur la fiscalité, pas du tout. Parce que ce qu'il oublie de dire, c'est que la fiscalité des entreprises, c'est comme le reste de la fiscalité. La France prend beaucoup, mais redonne beaucoup. Quel est le pays qui reçoit le plus de subventions à la production? Évidemment, la France. Sauf si vous permettez, il y a un déséquilibre par rapport, à la fiscalité. Il y a un déséquilibre entre les services et l'industrie. Les subventions justement étaient à peu près équilibrées entre les services et l'industrie dans les années 50. On était environ à 32% pour les services, 30% pour l'industrie. Maintenant, on est à 75% pour les services et seulement 20%
l'économie a changé. On est une économie de Mais c'est service. pour il ne faut pas s'étonner que ce qu'on subventionne moins soit moins juste, ce qu'on taxe plus soit moins développé que l'inverse. On franchit l'Atlantique, on s'intéresse aux États-Unis. Nous disons Made in France, ils disent, avec Joe Biden. Made in America, acheté américain. On va écouter un homme, donc Joe Biden, dont on attendrait lui qu'il ramène les États-Unis dans le vaste monde. C'est peut-être vrai diplomatiquement ou écologiquement, mais écoutez, c'était hier sa conception de l'économie. Je ne crois pas une seule seconde que la vitalité de l'industrie américaine appartienne au passé. L'industrie américaine était l'arsenal de la démocratie pendant la Seconde Guerre mondiale et elle doit maintenant faire partie du moteur de la prospérité américaine. Cela signifie que nous allons utiliser l'argent des contribuables pour reconstruire l'Amérique. Nous allons acheter des produits américains et soutenir les emplois américains. Christian Chavagneux, c'est un discours autarcique, nostalgique, efficace, keynésien? C'est un discours tout à fait efficace qui est tenu par l'ensemble des dirigeants du monde entier, les dirigeants européens, les dirigeants chinois, les dirigeants américains. Tous font de la protection de leurs frontières. Là, en fait, il faut préciser que Joe Biden parlait des contrats publics qu'il réserverait en priorité aux entreprises américaines avec un gros contenu de fabrication aux États-Unis. On le fait. Longtemps, l'Europe ne l'a pas fait. On était l'idiot utile de la mondialisation. Nous, on pensait qu'il fallait qu'on ouvre nos frontières à tout le monde et que les autres allaient tout de suite ouvrir leurs frontières. Pas du tout. Alors, disons, il semblerait qu'on continue. On vient de passer un accord avec la Chine dont nous trouvions que nous étions trop dépendants d'elle. Si grammaticalement vous un accord européen. Voilà, un accord européen avec la Chine. Est-ce que ce n'est pas totalement contradictoire entre ce besoin que décrit Christian Chavagneux de reconstruire ses propres forces? Non, le souci, c'est... Mohamed Younous l'a très bien, le prix Nobel de la paix, l'économiste, l'a très bien rappelé il n'y a pas longtemps. Il disait que le problème, ce n'est pas du tout la mondialisation, le problème, c'est la distribution de la mondialisation, la distribution de ce libre-échange-là. On a effectivement un déséquilibre qui est face à la Chine, mais pourquoi? Parce que la Chine a fait de son outil économique depuis les années 80 un outil de puissance et un outil de conquête politique. Ce qu'est en train de faire les États-Unis, c'est ne pas non plus jouer le jeu de la mondialisation. L'Europe, effectivement, on est peut-être les seuls à vouloir jouer le jeu, mais pourquoi? C'est parce que derrière le concept de mondialisation, il y a aussi le concept de développement économique au niveau mondial. Grâce à la mondialisation, en 25 ans, il y a plus d'1 milliard de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté. On regarde le contrefactuel, la seule année où le commerce mondial, justement, s'est effondré, 2020, on a eu plus de 130 millions de personnes, selon l'ONU, qui ont basculé de nouveau dans cette extrême pauvreté. Donc, on peut avoir, effectivement, comme le souhaite Biden, qui d'ailleurs suit la politique de Trump un petit peu là-dessus, on peut avoir des ensembles qui jouent quelque part dans leur petit précaré avec leurs propres intérêts, où on peut justement décider de jouer les vraies règles du libre-échange et d'avoir justement une politique qui soit inclusive et qui soit inclusive sur le point de vue commercial au niveau mondial. Et c'est grâce à ça qu'on pourra du coup créer des véritables synergies dans le sens 1 + 1 = 3 et du coup arriver en fait à avoir une mondialisation dont la distribution ruisselle sur tout le monde et puisse garantir le développement de toutes les nations. Ça, c'est le monde rêvé des libéraux. Concrètement, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Vous avez l'institution qui a dit qu'on avait perdu 42% d'investissements étrangers dans le monde. Elle suit tous ces investissements partout. Elle suit à chaque fois qu'il y a un pays qui change la règle vis-à-vis des investisseurs étrangers. Est-ce que ça va plutôt pour favoriser les investisseurs étrangers ou ça va plutôt pour restreindre? Eh bien, il y a 15 ans, 12% c'était pour restreindre. Maintenant, c'est 24%. Et tous les grands pays, et l'année dernière en particulier, sur quoi? Sur l'alimentaire et sur la santé. 75% de mesures pour la restriction. Donc c'est ça les règles du jeu de la mondialisation. C'est pas l'ouverture des frontières où tout le monde est béat et dit « Oh, venez chez moi parce qu'on est bien ». C'est un rapport de force. Très bien. On va s'intéresser au fondateur du grand raout annuel des grands patrons. Ce raout qui se tient à Davos, il se déroule ces jours-ci en visioconférence, évidemment pour des raisons sanitaires qu'on ne réévoquera pas. Aux commandes, l'inébranlable fondateur Klaus Schwab. Thibaut Nolte le passe au rayon X. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Klaus Schwab, j'ai vos radios sous les yeux, c'est puissant. Vous êtes allemand et président fondateur du Forum économique mondial de Davos en Suisse, le grand happening annuel des gens qui comptent et qui recomptent, qui pensent et qui dépensent, politiques, patrons, intellectuels. Pour sa 51e édition, votre pince-fesse pour cul bordé de nouilles devient virtuel et dégaine un slogan fumeux, le grand reset. Les slogans, les pitchs, les acronymes, c'est votre truc. Vous êtes ingénieur, docteur en sciences, diplômé de Harvard en administration publique, et vous avez démarré comme prof de management à Genève. Puis à 33 ans, en 1971, vous avez imaginé le Forum de Davos pour enseigner les méthodes américaines aux Européens. Les Américains avaient inventé les 4 P, Product, Place, Price, Promotion. Alors j'ai imaginé les 7 M, les 12 G, les 25 D, les 1000... Et une nuit. Et vous voilà grand maître de maison de la Maison Monde. Un Gilles Jacob version géopolitique. Supporter les crises d'ego de Bill Clinton, gérer les accidents de ski du gouverneur Schwarzenegger, assurer la conversation avec Poutine en allemand.
espion du KGB, il était en poste en RDA, impulsé des séances de calumet de la paix entre Frédéric de Klerk et Nelson Mandela, Shimon Peres et Yasser Arafat. Vous êtes le yogi des maîtres du monde, malléable à souhait, avec une petite rigidité notable, la critique de la mondialisation. People are looking for an identity in this new world, and globalization is a very easy scapegoat. En dehors de cette ligne rouge, vous êtes capable d'envoyer des saillies quasi marxistes, appelant à la réforme du capitalisme ou cinglant la méritocratie des voyés, qui, je vous cite, engendrent des gagnants et des perdants, or les premiers tendent à se désintéresser totalement du sort des seconds. Mon cher Klaus, Eureka, voilà le grand reset du Forum économique mondial, un forum économique moral. Merci Thibault Nolte. Claude. Christian Chavagneux, est-ce que l'affaire des vaccins contre la Covid-19 ne révèle pas cette mondialisation éthique dont rêve M. Schwab? Après tout, nous allons être soignés par une entreprise américaine, Pfizer, dirigée par un Grec, alliée à une entreprise allemande dirigée par des Turco-Allemands, tandis que Moderna, l'autre entreprise qui nous guérit, qui nous protège, est une entreprise américaine dirigée par un Français. Est-ce qu'on n'est pas là exactement dans la mondialisation vertueuse pour la science et la santé? Oui, le vaccin, c'est un bien commun mondial, Oui. comme a dit le président de la République. Rien du tout. Non, je suis désolé d'être en contradiction avec vous. Regardez comment les commandes ont été passées. Les Américains ont d'abord passé du Moderna. Pourquoi? Parce que c'est américain. Les Européens ont d'abord passé des commandes auprès de Pfizer, mais BioNTech, parce que BioNTech était allemand. Beaucoup de Sanofi, malheureusement, le grande catastrophe industrielle de la France et Pasteur. C'est pas qu'il va être en retard, c'est qu'on a l'impression qu'il est complètement dépassé. Une fois que tout le monde sera vacciné, ils seront prêts. C'est vraiment trop tard. Les Chinois font le leur, les Russes font le leur. C'est une bataille économique mondiale. C'est pas du tout un bien commun. Regardez Moderna. La BBC, nos confrères de la BBC nous ont dit quel est le vaccin qui a le plus bénéficié de subventions publiques. Moderna. Quel est le vaccin plus cher aujourd'hui? Moderna. Et le patron de Moderna, le confrère de l'Express, Stéphane Bancel. il l'a dit. Il a dit il n'y a pas de souci. Moi, ça fait tellement longtemps que j'investis que je gagne pas d'argent qu'aujourd'hui, je vais m'en mettre plein les poches. Donc financement public, profit privé. C'est pas du tout un bien commun, symbole de la mondialisation heureuse. Autre symbole de la mondialisation, Erwan Tison, il y a en ce moment une bataille terrible autour d'un petit produit fabriqué par Taïwan, c'est les puces électroniques. L'industrie automobile européenne en dépend. L'Allemagne supplie Taïwan d'en produire plus. La Chine, à laquelle Taïwan ne vend plus de puces, est en manque. Comment peut-on se défaire, comment peut-on se libérer de la dépendance, non plus à la Chine, mais toi à Taïwan? En en créant une autre, tout simplement. Vous savez, la meilleure mondialisation qui peut permettre justement de lier libre-échange et souverainisme, parce que le souverainisme, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir pas produire chez moi et de pouvoir justement avoir toutes les chaînes de valeur présentes sur mon territoire. C'est le fait de pouvoir m'assurer d'avoir un approvisionnement en tel et tel bien. Comment j'arrive à faire ça? J'arrive en fait tout simplement à créer une autre interdépendance. Donc effectivement, vous avez des pôles mondiaux qui s'hyper spécialisent dans certains domaines. Vous citez par exemple notamment Taïwan qui se spécialise sur les micropuces. Et là, il y a un ministre allemand qui supplie Taïwan de produire plus de puces, sinon nos automobiles sont en panne. Mais en fait, tout simplement, c'est une nouvelle géopolitique, c'est une nouvelle diplomatie économique qui est en train justement de se mettre en place. Et c'est pas nouveau, quand on relit Ricardo et Smith, la théorie des avantages absolus et des avantages comparatifs, on est en plein dedans. Le tout est de savoir justement en quoi l'Europe, en quoi la France veut s'hyper spécialiser pour justement créer des interdépendances avec l'Asie, pour lui permettre tout simplement demain de pouvoir faire pression sur ces pays-là en disant vous ne voulez plus nous livrer ce genre de puces-là, vous ne voulez plus augmenter la cadence, vous n'aurez plus nos batteries hydrogène, vous n'aurez plus tel et tel produit, ou alors demain effectivement on n'est pas capable de produire le vaccin. S'il vous plaît, enfin, on vous en achète, on en importe. Par contre, si jamais vous ne voulez pas, il y aura des mesures de rétorsion. En fait, tout simplement, c'est en ça que le libre-échange garantit non seulement une souveraineté, mais non seulement une capacité d'autosuffisance sur son territoire. Alors, en attendant, la France accueille des usines sur son territoire, usines chinoises Huawei. Oui, effectivement, on l'avait appris au mois de décembre et les détails ont été dévoilés ce matin parce que le géant des télécoms Huawei a choisi la France pour implanter sa première usine hors de France, plus précisément en Alsace et la petite ville de Brumath près de Strasbourg, qui va accueillir ce nouveau site. Il va ouvrir en 2023. Il sera produit évidemment du matériel télécom pour les réseaux mobiles, en particulier la 5G dont on parle beaucoup. À la clé, 200 millions d'euros d'investissement, la création de 500 emplois. Et évidemment, cette décision, elle soulève beaucoup de questions politiques pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en se montrant comme ça très accueillante, la France se différencie clairement de ses voisins européens, comme par exemple l'Allemagne ou le Royaume-Uni, qui ont choisi de restreindre l'accès à leur marché à l'entreprise chinoise. À
à cause évidemment des accusations d'espionnage qui avaient été proférées par les États-Unis. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, certains s'inquiètent du fait que cette ville de Brumat, elle se situe à proximité de plusieurs sites militaires de la branche renseignement de l'armée terre. C'est assez opportun et s'ajoute à tout ça également une question éthique, puisque Huawei est également accusé de complicité dans la persécution de la minorité ouïghour par le pouvoir chinois. Christian Chavagneux, la France se montre-t-elle naïve ou pragmatique en ouvrant comme ça ses portes à la Chine et en particulier à cette entreprise qui est pour le moins critiquée pour sa connivence avec le pouvoir chinois? Le fait d'avoir un outil de production et des emplois chez nous, plutôt qu'ailleurs, c'est plutôt positif. Moi, je ne crois pas du tout, enfin après, je n'ai pas d'informations spécifiques des services secrets, mais je ne pense pas du tout que Huawei soit là pour espionner les 3 sites militaires qu'il y a autour. Je pense qu'ils veulent simplement pénétrer le marché européen, que la France est très bien placée pour pénétrer le marché européen. On a, en dépit des problèmes du Havre ou de Marseille, on peut quand même avoir des bateaux qui arrivent, on a tout un front de mer et on est un marché solvable et en plus, on ouvre sur l'ensemble de l'intérieur de l'Europe. Donc c'est tout à fait justifié de choisir, quelles que soient les conditions politiques, alors plutôt la France. D'autres pays européens ont choisi de ne pas du tout faire comme ça. Alors attention, les autres pays européens ne veulent pas de matériel installé Huawei, contrôlé par Huawei. Le fait qu'il soit produit en France et qu'il soit utilisé par Orange ou par qui vous voulez, ou par Netflix ou par Xavier Niel, moi ça ne me dérange pas du tout. Alors, le problème des Ouïghours, par contre, là oui, ça c'est vraiment un problème important et c'est pour ça qu'on attend le détail de l'accord d'investissement entre l'Europe et la Chine pour savoir, parce que là on a eu le texte général, mais derrière il y a les annexes. Concrètement, qu'est-ce qu'on a demandé aux Chinois en matière de respect des droits de l'homme pour les autoriser à venir vendre des choses chez nous? Et là, on attend le détail. Merci à tous les deux, c'était absolument passionnant.